révision des listes électorales, l'opération se déroule normalement ici à Bamako, même si l'affluence est timide. C'est le constat fait par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et les présidents de l'EJ qui se sont rendus sur 2 centres d'état civil. Faire du Mali le hub digital de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'ambition affichée par les autorités. Experts et politiques se sont réunis hier pour valider la politique nationale de développement numérique, un document qui prend en compte des réformes majeures telles que la souveraineté numérique, la cybersécurité. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Parlons tout d'abord de cette journée de plaidoyer. Les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap n'ont pas suffisamment accès au marché public au Mali. C'est pour inverser cette tendance qu'une journée de plaidoyer de haut niveau a été organisée par le gouvernement et ses partenaires dont ONU Femmes et la BAD. Parmi les recommandations phares, la mise en place d'un cadre politique et juridique du système de passation des marchés publics favorable aux couches vulnérables, ainsi que l'augmentation de la part des entreprises de femmes et de jeunes dans le montant total des marchés publics. Le Premier ministre qui a présidé la journée a pris l'engagement que les difficultés identifiées, les recommandations formulées ainsi que les actions pertinentes proposées feront l'objet d'une prise en charge rapide de la part du gouvernement. Reportage Mamari Kouni et Aliou Touri. L'accès au marché public des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap. C'est autour de ces thèmes que s'est tenue cette journée de plaidoyer de haut niveau présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Les marchés constituent de nos jours une opportunité pour la création d'emplois et l'émancipation économique des femmes et des jeunes entrepreneurs. Il ressort de ces différents exercices réalisés par les parties prenantes que les dispositions du cadre juridique actuel inscrivent les principes fondamentaux des marchés publics. Par contre, elles n'intègrent pas des dispositions explicites relatives à une dimension de genre. Ce constat n'a pas échappé aux Assises nationales de la refondation, dont l'une des recommandations est de réserver un pourcentage du montant des marchés publics aux entreprises des femmes et des jeunes. À juste titre, l'agenda 2063 de l'Union africaine, fondement de Mali 2063, appelle également à ce qu'au moins 25 à 30% des marchés publics soient passés à des entreprises détenues par des femmes. C'est pour apporter des réponses aux contraintes que l'atelier de 2 jours a proposé certaines recommandations. Il a été proposé d'adapter le cadre juridique des marchés publics pour le rendre sensible au genre. Autre recommandation, c'est d'élaborer des programmes de formation, de renforcement des capacités destinés aux jeunes, aux femmes, entrepreneurs et aux personnes vivant avec handicap en matière de passation des marchés publics. La mise en œuvre d'un plan d'action entraînera à coup sûr des effets et impacts positifs pour l'épanouissement des couches vulnérables. La prise en compte du genre dans la commande publique, ce n'est pas seulement une question de justice sociale. Diverses études montrent que les entreprises dirigées par des femmes tentent à réaliser des meilleures performances lorsqu'elles ont accès aux mêmes opportunités. Après avoir salué l'organisation et reçu de cette journée de plaidoyer de haut niveau, le Premier ministre a engagé son gouvernement et l'ensemble des acteurs de la commande publique. Votre plaidoyer nous interpelle tous, puisqu'il entre dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions des Assises nationales de la refondation. Nous sommes en train de refonder notre pays en gardant tout ce qui est solide, mais en améliorant tout ce qui peut être amélioré. Pour arriver au changement voulu, mesdames et messieurs, le problème central à résoudre est le lever des obstacles structurels et systémiques, juridiques, politiques, culturels et sociétaux, financiers et ceux liés à la corruption qui entrave la pleine intégration des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec le handicap dans le système de commande publique. Pour ce faire, nous devions dès à présent engager une profonde réflexion et adapter les textes de la commande publique afin de lever les obstacles précités. Je prends l'engagement que les difficultés identifiées, les recommandations formulées ainsi que les actions pertinentes proposées au cours de vos travaux
feront l'objet d'une prise en charge rapide de la part du gouvernement. Dr Choguel Koukalamaïga a par ailleurs évoqué les questions essentielles qui ont conduit à l'avènement de la transition avant d'inviter les Maliens à reconnaître les efforts consentis par nos forces armées et de sécurité dans la construction d'un nouveau Mali envié de tous. Je le disais dans les titres, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement et le président de l'autorité indépendante de gestion des élections étaient sur 2 sites de révision des listes électorales. C'est pour superviser le déroulement de cette opération. Le processus se déroule normalement, même si l'affluence est timide. La délégation conjointe a visité les centres d'état civil de Lafiabougou en commune 4 et de Maniambougou en commune 6 du district de Bamako. Alousseni Touré était de la visite, voici son compte-rendu. La révision des listes électorales s'effectue chaque année du 1er octobre au 31 décembre. Elle se déroule sur toute l'étendue du territoire national et dans nos représentations diplomatiques à l'extérieur du pays. C'est pour s'enquérir de l'état du déroulement de cette opération que le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et le président de l'EJ ont décidé de se rendre sur le terrain pour constater de visu la situation. Au centre de Lafiabougou, les opérations se déroulent normalement. Les agents commis à la tâche ont montré une bonne maîtrise de leur sujet. Même réalité à Maniambougou, 2e site visité. La participation, elle est timide. Elle est timide en raison du fait très certainement que nous sommes sur un échiquier qui a changé. Vous avez remarqué, et j'ai dit que nous partons vers un nouveau découpage territorial. Le découpage territorial, ça fait un surcoût d'activités managériales, d'organisation et d'information. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et nous espérons qu'à partir d'aujourd'hui, et déjà ça a été fait, et ils en sont conscients, que les aspects de communication, de sensibilisation vont être faits pour que les gens puissent savoir où ils doivent y aller et ce qu'ils doivent faire. Au niveau des commissions, je ne fais aucun doute que sur l'appropriation technique de la matière, de la manière de travailler, nous avons constaté une très belle aération, une très bonne connaissance de ce qu'ils doivent faire. Et globalement, tout se déroule bien. Je pense que les commissions administratives que nous avons eu, en tout cas l'occasion de visiter ce matin avec le président de l'EJ, nous avons trouvé un personnel très professionnel, sachant très bien entendu comment se déroulent toutes ces opérations de transfert, des opérations de radiation. Mais c'est important également de dire que sur l'ensemble du territoire national, également dans les missions diplomatiques et consulaires, existent ces mêmes commissions administratives. Et en tout cas, nous faisons confiance à leur professionnalisme. Bien entendu, les quelques imperfections qui ont été constatées à la fois par le président de l'EJ et par moi-même, nous allons demander à nos collaborateurs de manière conjointe, comme je l'ai dit, une commission paritaire a été mise en place, d'apporter des réponses très urgentes afin justement que la révision annuelle des listes électorales puisse, atteindre tous les résultats escomptés. La révision des listes électorales est une exigence de la loi électorale. EJ et MATD sont donc dans un partenariat et concourent tous à la mise en place des conditions optimales de la tenue des élections. Pour voter en République du Mali, il faut avoir la qualité d'électeur. Et pour être électeur, il faut être inscrit sur une liste électorale. Donc c'est une activité extrêmement intéressante et importante. Et nous voudrions au niveau de l'EJ, mais aussi au niveau de tous nos partenaires, au niveau du ministère de l'administration territoriale et de tous ceux qui s'intéressent à la matière électorale, envoyer un message. C'est le message de la participation citoyenne du Malien au processus électoral, à l'élection de façon générale. La révision annuelle des listes électorales également joue un grand rôle dans la matérialisation de cette vision, donc le retour à un ordre constitutionnel sécurisé et apaisé. Plus concrètement, il est important de rappeler que conformément à la loi, les 3 derniers mois de l'année sont consacrés à cette révision annuelle des listes électorales, c'est-à-dire les mois d'octobre, les mois de novembre et les mois de décembre. Concrètement, cela permet aux électeurs, citoyens maliens en âge de voter, de s'inscrire sur les listes électorales. Ça permet également aux autorités administratives de procéder à des radiations des personnes décédées ou des personnes privées de leur droit de vote suite à des décisions judiciaires. Ça permet également, bien entendu, aux électeurs de procéder à des transferts. Je donne un exemple. Par exemple, un électeur qui se trouve une année dans une circonscription peut, au moment en tout cas en cette période de l'année, demander à être transféré dans une autre circonscription électorale. Voici un peu l'importance de la révision annuelle des listes électorales.
Nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons en bonne intelligence et en collaboration avec l'autorité indépendante de gestion des élections. C'est une exigence, bien entendu, de la loi électorale. Les populations de la commune 6 ont réaffirmé leur soutien aux autorités et ont formulé des bénédictions pour les officiers récemment promus. Le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta fait don aux blessés de guerre et aux veuves des militaires et paramilitaires tombés sur le champ d'honneur. Le don est composé de kits alimentaires et scolaires et devrait alléger la souffrance des familles des victimes, nous disent Mariam Kone et Adama Kamara. Le président Assimi Goïta fait parler encore son cœur à travers cette donation de vivres et de non-vivres aux blessés de guerre, aux veuves et aux orphelins des militaires tombés pour la défense de l'intégrité du territoire. Cette donation est composée de 100 sacs de 50 kg de riz, 100 sacs de 50 kg de mil, 100 cartons de pâtes alimentaires, 100 bidons d'huile de 20 litres et 100 kits scolaires. L'initiative, qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, devrait contribuer à améliorer les conditions de vie de ceux qui méritent l'attention de toute la nation. Pour le président de la transition, aucun sacrifice n'est de trop pour ces orphelins et ces veuves. Aujourd'hui, nous sommes venus leur donner des kits alimentaires pour accompagner les enfants pour l'ouverture des classes et dire à ces enfants que tant que lui il est là, tant que le président de la transition est là, tant qu'un soldat de l'armée malienne est là, ils ne verseront pas de larmes. Ils seront toujours accompagnés et dire aux Maliens en général de penser aux veuves et aux orphelins des militaires tombés sur le champ de l'honneur parce que leurs parents sont tombés pour notre dignité. Le geste est apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Aujourd'hui, je suis très très content pour la donation. Vraiment, je ne fais que remercier le président de la République, son Excellence. Vraiment, ça va me servir à beaucoup de choses parce que j'ai des enfants chez moi pendant l'année scolaire. Vraiment, ça va me servir beaucoup. Je suis très très content. Que Dieu le protège. Oui. Le Mali ambitionne de devenir le hub digital de l'Afrique de l'Ouest. Pour y parvenir, une politique nationale de développement numérique a été élaborée et prend en compte des réformes majeures comme la souveraineté numérique, la cybersécurité, la digitalisation de l'administration. Experts et politiques étaient donc réunis hier pour valider le dit document. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Reportage Awadit Makamara. Après de longs mois d'attente et de consultation, le document tant entendu de la politique nationale de développement numérique est sur le point d'être publié. Dans un contexte mondial où le numérique joue un rôle déterminant dans le développement économique, ce plan stratégique vise à propulser le Mali sur la scène internationale de l'économie numérique. C'est un document qui présente une version claire et des axes prioritaires pour le développement numérique du pays. Il apporte des réponses aux questions liées à l'amélioration des infrastructures, la formation des citoyens et la cybersécurité. Les experts et les acteurs du secteur se réunissent pour valider le document. Avec l'arrivée de la transition et les nouvelles autorités, elles ont jugé bon de reprendre cette politique, mais de faire l'évaluation de ce qui s'est passé avant. Il faut une politique pour le développement des infrastructures, la fibre optique, les faisceaux hertziens, les satellites. Maintenant, il nous faut des grandes écoles pour former des ingénieurs dans tous les domaines du numérique. Si on n'a pas les capacités humaines, on n'a pas fait le premier pas. Il nous faut trouver les ressources, l'argent pour financer ça. L'étude d'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action Mali 2020 et l'état des lieux du secteur ont permis de collecter des données précieuses et de dégager une vision claire du cadre programmatique pour les prochaines années. 2020 a vu une juxtaposition de la crise sanitaire à Covid-19 et des crises sécuritaires et politiques, situation qui a conduit à une redéfinition des priorités et des urgences, outre que de chercher à évaluer et poursuivre la mise en œuvre d'un document de politique adopté mais abandonné sans moyen de mise en œuvre et de mécanismes de gouvernance.
La validation de ce document marque une étape importante dans l'engagement du gouvernement à bâtir un avenir numérique inclusif. Le ministre en charge de la communication encourage tous les acteurs concernés à s'impliquer activement dans la mise en œuvre des actions proposées. Le rôle majeur que doit jouer le numérique dans l'économie nationale face à la crise multidimensionnelle nécessite qu'il soit vulgarisé, accessible et utilisé par tous et à des coûts accessibles à tous. La mise en œuvre du document de politique nationale de développement de l'économie numérique et son plan d'action 2025-2029 est arrimée, d'une part au programme d'action du gouvernement et d'autre part au cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, arrimé aux objectifs du développement durable. Les réformes administratives et institutionnelles instituées par les pouvoirs publics ont toujours pour finalité l'amélioration des conditions de vie des citoyens. La validation et l'adoption de cette politique seront un pas géant pour parvenir à cette ambition, une avancée énorme dans la transformation numérique. L'avenir appartient désormais aux pays qui s'adaptent à cette révolution numérique. La protection des citoyens en démocratie passe par l'accès à une information de qualité. Les outils TIC constituent un formidable facteur d'accès au savoir, mais cela doit reposer sur une législation solide qui rassure et protège nos populations contre les effets néfastes du numérique. La priorité dans le domaine du numérique pour notre pays, c'est la préservation des potentialités de création et de recherche dans un écosystème sain pour une forte croissance économique. Pour rappel, le président de la transition, chef de l'État, le 22 juin 2024 à Sikasso, a exprimé sa ferme volonté de digitaliser l'administration pour plus de transparence et pour un meilleur accès des usagers aux services publics. Et cette politique nous pousse vers un avenir numérique prometteur. Suite de la COP16 à Cali en Colombie, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a co-animé un panel organisé par la Banque mondiale sur la restauration des terres dégradées. Mamadou Samake a échangé avec les participants sur les projets en cours au Mali, dont le projet de restauration des terres dégradées d'un coût de 90 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale. Le projet a pour objectif de restaurer 400 000 hectares dans les 8 régions où il intervient. Siaka Konate et Taya Badiawiakwe sont nos envoyés spéciaux. For the opportunity to share our experience. À la faveur d'un panel organisé par la Banque mondiale, le ministre en charge de l'environnement s'adresse à l'assistance en anglais pour partager avec elle l'expérience du Mali en matière de restauration des terres dégradées. Le Mali qui prévoit de restaurer 2 millions d'hectares, dont 400 000 à travers le projet de restauration des terres dégradées, PRTD, financé par la Banque mondiale à hauteur de 90 milliards de francs CFA pour 7 ans. Le PRTD, le projet de restauration des terres dégradées, est une des réponses à cette problématique et se place aussi dans ce cadre-là. Parce que restaurer des terres dégradées, c'est non seulement protéger l'environnement à travers de l'agroforesterie et d'autres activités connexes qui accompagnent l'agroforesterie, mais c'est aussi créer des emplois, c'est créer des devises pour l'État à travers les produits de cette agroforesterie qui sont exportés ou qui sont transformés sur place. C'est créer de la valeur ajoutée pour l'État aussi, à travers les impôts qui seront collectés lorsqu'il y a de la transformation. Et c'est créer aussi de l'espoir pour les communautés locales qui bénéficient de ces projets-là, et tout en luttant contre l'immigration. Pour la réussite de ces projets, des défis sont à relever, notamment la croissance démographique, la maîtrise de l'eau et la mobilisation des ressources financières. La clé de réussite de tout projet de dégradation des terres, c'est la mobilisation des ressources en eau, la maîtrise de l'eau, notamment à travers la petite irrigation que nous sommes en train de promouvoir. Nous avons aussi des défis de financement. Autre défi à relever, l'extension du PRDT à l'ensemble du pays. Pour le moment, il couvre 8 régions et la Banque mondiale est prête à accompagner le Mali pour atteindre cet objectif. On a un partenariat avec le Mali. On est là pour rester, pour travailler ensemble, pour voir comment on peut faire, et on a mis tout ce qu'on a à le service du Mali. Selon les ministres en charge de l'environnement, pour la réussite de ce projet de restauration des terres dégradées, il faut l'implication de tous les acteurs, notamment les jeunes et les femmes.
Un mot de sport avant de nous quitter. C'est parti depuis hier pour la 4e édition de la Coupe du numérique. 12 formations issues du monde de la communication participent à cette compétition. En match inaugural, la GTIC a battu Move Africa 1-0. Ce lancement officiel a enregistré la présence de plusieurs personnalités et un public de grand jour. Le compte rendu de l'événement avec Astragatou Sissi. La grande famille de la communication est unie comme les doigts d'une main autour de cette coupe du numérique. Moment de fête, de retrouvailles et d'échanges confraternels, cette 4e édition est placée sous le parrainage du directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombele. 12 équipes évoluant dans le domaine du numérique vont à la conquête du trophée pour la succession de l'AGFO. La nécessité d'organiser une telle coupe aux couleurs numériques s'impose. La coupe du numérique est le résultat d'un important travail organisationnel de mobilisation et de rassemblement. En effet, cette compétition de football est cependant une initiative de l'AGFO, accueillie à bras ouverts par l'ensemble du secteur du numérique en particulier. Aussi, elle donne l'opportunité à tous les participants de renforcer leur engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Le travail et le sport riment. C'est ce qu'ont compris les ministres en charge des sports et de la communication. Aujourd'hui, le sport est un cadre vraiment d'union, de cohésion. Aujourd'hui, nous avons besoin de cela. Ce n'est pas seulement dehors, mais nous avons besoin de cela dans nos services. Et aujourd'hui, avec les différents départements, les structures qui sont là, je pense que c'est une très bonne chose qu'il faudrait multiplier. Quand on travaille dans la communication et le numérique, on a énormément de pression. Je vous encourage vraiment à multiplier ce genre de compétitions et même dans les autres aussi. Parce que le sport, il permet d'entretenir le corps et d'entretenir l'esprit. Le match d'ouverture a mis aux prises l'AGTIC, ici en blanc-vert, et Move Africa. Au terme d'une partie rythmée, l'AGTIC l'emporte 1-0 grâce à Moustapha Traoré à la 47e minute. Le tournoi se poursuit jusqu'au 26 décembre sur le terrain synthétique près du 14e arrondissement à l'ACI 2000. Ainsi se referme ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.